Bonjour Pierre de Lion, bonjour Jean-Marie Vidal. Nous sommes réunis par l'image, à défaut de la présence. Nous sommes réunis autour du livre de Jean-Marie Vidal, Autisme, une approche anthropologique, la question du tiers. Voilà. C'est une rencontre qui devait se tenir initialement en dehors de la pandémie qui nous est tombée dessus, au CHR de Lille. Donc nous la faisons aujourd'hui toujours dans le cadre de Cité Philo 2020, hein, et je pense que ça doit être la dernière rencontre de Cité Philo 2020. Une manifestation qui théoriquement se tient et surtout au mois de novembre à Lille, mais qui là, bon, s'est étalée dans le temps. Pierre de Lion, vous avez aussi lu attentivement et fait une recension de ce livre, Autisme, de Jean-Marie Vidal. Et bien entendu, vous avez vous-même consacré énormément de vos activités et de vos ouvrages à la question de l'autisme, à commencer par votre thèse, hein, l'enfant autiste, le bébé et la sémiotique. La sémiotique de Peirce étant d'ailleurs un élément, entre autres, qui vous réunit l'un et l'autre. Voilà. La question de l'autisme, vous savez qu'elle est très problématique et elle a été, ou elle est peut-être encore, l'occasion de déchirements, voire d'invectives, de calomnies, de toutes sortes de comportements dont Pierre de Lion a fait l'expérience douloureuse il y a quelques années. Alors, l'autisme nous confronte à la question du développement psychique, parce que c'est un développement psychique, en dehors de tout autre aspect, le développement psychique d'une personne, un enfant, un adolescent, et son rapport à autrui. Et son rapport à autrui comme tiers. Donc, c'est bien la question du tiers ou de la tiercéité, pour parler comme Peirce, qui nous rassemble aujourd'hui. Alors, il s'agit du développement de la fonction symbolique. Il s'agit aussi d'une recherche, la recherche de Jean-Marie Vidal est une recherche anthropologique et pluridisciplinaire. Et notre entretien va porter sur toutes ces questions-là. Alors, Jean-Marie Vidal, vous êtes chercheur et vous avez une double formation. La première en éthologie animale et la seconde en anthropologie. Alors, ma première question est simple, c'est comment s'articule dans votre travail cette double formation? Pour le dire autrement, comment passe-t-on de l'étude, parce que c'était votre champ de recherche, l'étude de la reconnaissance du congénère chez les animaux, à l'anthropologie des personnes humaines, et notamment sur la question de l'autisme? Voilà. Vous avez bien entendu la question? Bien, merci. Voilà. Merci à vous deux de proposer ce dialogue. C'est très sympathique et je suis très content d'avoir l'occasion de dialoguer autant avec Pierre de Lion qui a cette expérience de l'autisme approfondie qu'avec vous, Jean-François Rey, sur des questions de philosophie, parce que l'anthropologie n'échappe pas à des questions de cet ordre. Alors c'est vrai que pour ma part, j'ai commencé par des études d'éthologie. Ma thèse de doctorat d'État portait sur l'empreinte ou l'attachement chez l'animal. Et ça s'inscrivait dans les années 70, un peu plus tard, 70-80, dans le projet de modèle qui s'était intitulé de modèles animaux de comportement humain, où il y a beaucoup de psy, et y compris de philosophes comme Edgar Morin, de psy comme Bowlby, Anzieux et d'autres qui se sont intéressés dans la suite de Bowlby sur ce thème. C'était donc un projet d'étho-anthropologie, on pourrait dire. Et finalement, ce sont les limites de ce projet qui m'ont incité à aller vers l'anthropologie directement, frontalement,
en approchant des malades mentaux à l'hôpital psychiatrique. Autant je suis très sceptique aujourd'hui sur les bénéfices du détour de l'éthologie pour aller vers l'anthropologie, et je crois que même ma recherche m'a fait aboutir à cette conclusion de ses limites, parce que la principale raison, c'est qu'il n'y a pas d'équivalent du langage chez l'animal. Je dirais que les éthologues eux-mêmes, les éthologistes eux-mêmes, je les appelle comme ça parce qu'on s'appelait comme ça à la période où j'en faisais, et le projet était d'être biologiste et de développer une approche scientifique, un peu scientiste déjà d'ailleurs. On en reviendra peut-être à propos des approches comportementales de l'autisme. Le projet était de trouver l'équivalent d'un langage chez les animaux. Et malgré toutes les recherches qui ont été développées sur ce point, on n'a pas trouvé d'équivalence de ce langage. Et je trouve que la formule de Benveniste, qui en 1952, je ne l'avais pas encore lu à ce moment-là, disait que, appliquée au monde animal, la notion de langage n'accourt que par un abus de termes, est tout à fait justifiée. Il y a eu une confusion sur le langage et un manque de la part des éthologistes actuels qui continuent à parler de langage chez les animaux, un manque de formation du côté de la linguistique ou de lecture de traités comme ceux de Saussure ou comme ceux de Peirce. Et donc, ces limites m'ont incité à aller vers, je le disais à l'instant, vers la pathologie mentale. Et la pathologie mentale, au contraire, elle est profondément humaine. Et du coup, un projet de patho-anthropologie, c'est une évidence. Alors que le projet d'étho-anthropologie se heurte à la discontinuité évolutive radicale au niveau des psychismes. S'il y a une continuité au niveau des organismes, des systèmes nerveux, il y a une discontinuité, cette discontinuité du langage, et qui ne se limite pas au langage. Et ça, c'est finalement mes recherches auprès des autistes qui m'ont amené à cette ouverture. La discontinuité ne se limite pas au langage, mais à l'ensemble des formes symboliques telles qu'en parle Peirce et que l'on retrouve aussi bien dans les gestes, dans les objets, les jouets et les personnes, et bien sûr les valeurs éthiques ou épistémologiques auxquelles les humains se réfèrent. Cette discontinuité est donc beaucoup plus large que le langage. Finalement, je retrouve là l'appellation du trouble autistique comme trouble envahissant du développement. Et j'y rajoute du développement de la symbolisation, parce que ce n'est pas simplement un trouble du langage, ce n'est pas simplement un trouble de la communication langagière, c'est un trouble de maniement des objets, de relation aux personnes et de rapport aux valeurs qui sont déterminantes dans nos conduites. Je peux peut-être dire un mot à cette occasion sur les approches comportementales actuelles, Oui. qui s'appellent des approches comportementales de l'autisme. Je pense qu'elles font l'économie aussi je disais à l'instant, les éthologistes n'ont pas pris en compte la réfutation à laquelle ils se sont confrontés sur le fait qu'ils n'ont pas trouvé d'équivalent d'un langage du côté des humains et plus largement d'une expression symbolique. Eh bien, je dirais que les gens qui aujourd'hui prétendent développer une approche scientifique à partir de l'analyse des comportements des autistes font une erreur fondamentale, c'est-à-dire qu'ils ne se réfèrent même pas à l'éthologie et les facteurs déterminants dont ils prennent compte sont déjà trop réducteurs pour prendre compte des comportements animaux. Ils ne tiennent pas compte de l'attachement, qui est aussi une des découvertes très importantes de l'éthologie dans ces dernières décennies, même si il faudra après, une fois qu'on en tient compte du moins, il faut ensuite faire la distinction entre l'attachement et l'amour au niveau humain. D'accord. Alors, je me tourne vers Pierre maintenant.
J'ai entendu cette présentation tout à fait intéressante et synthétique. Je sais que tu dénonces régulièrement avec vigueur la psychiatrie vétérinaire par rapport à une psychiatrie humaine, une anthropopsychiatrie, pour parler comme Jacques Scott. Alors, d'une part, et je pense que tu es d'accord avec ça, euh, et sur la définition même de l'autisme, des troubles autistiques, comme un trouble envahissant de la symbolisation. Alors, je voudrais qu'on revienne sur Oui, cette question. je suis très, très heureux que Jean-Marie Vidal ait amené cette étape importante dans la compréhension de l'autisme, parce que c'est vrai que appeler ça trouble envahissant du développement, notamment de la symbolisation, c'est la précision qu'il vient de donner, c'est quelque chose qui est très, très novateur. Je crois que quand on a compris que les autistes étaient la forme la plus précoce de la psychose infantile, comme le disait Mises, ça a révulsé beaucoup de gens qui considéraient que l'autisme n'avait rien à voir avec la psychiatrie. C'était important de continuer à appeler autisme des troubles qui relevaient de la neuropédiatrie et de réserver la psychose aux psychiatres qui s'occupaient des psychoses adultes. Et je crois que quand il y a eu ce tournant qui consistait à appeler les troubles envahissants du développement, j'étais un peu soulagé parce que je trouvais que ça caractérisait absolument le développement des petits bébés à risque autistique qui devenaient autistes. C'était véritablement un trouble envahissant du développement. Et puis quand on a appelé ça récemment, en 2013, les troubles du spectre autistique sous l'influence de Harry Potter, manifestement, et j'ai été un peu contrit parce que je trouvais que c'était une généralisation indue à une pathologie très focalisée, l'autisme, de l'ensemble des pathologies archaïques infantiles qui n'a pas grand-chose à voir avec l'autisme lui-même, par exemple la psychose infantile, les dysharmonies évolutives, etc., qui sont aujourd'hui des mots honnis par un certain nombre de gens qui croient savoir de quoi ils parlent. Et je crois que cette idée d'avoir insisté sur troubles envahissants du développement est véritablement une prise de position, me semble-t-il, éthique, puisque elle met le doigt sur ce qui est en difficulté majeure chez cet enfant, c'est-à-dire son rapport avec la symbolisation. Et donc, je trouve que trouble envahissant du développement, notamment celui qui concerne la symbolisation, c'est une appellation remarquable dont devraient tenir compte absolument les nouvelles catégories internationales et revenir des troubles du spectre autistique vers les troubles de la symbolisation envahissante. Hein, ça, je crois que c'est vraiment une position très intéressante sur le plan épistémologique. Juste un petit mot pour proposer à Jean-Marie Vidal une paternité supplémentaire. Bowlby, pour l'avoir beaucoup étudié et être d'accord avec lui sur l'importance énorme que la théorie de l'attachement a apporté à la compréhension psychopathologique freudienne, disons. Les gens veulent faire une rupture entre la théorie de l'attachement et la psychanalyse et à mes yeux, c'est en fait une continuité entre ces deux mondes dont il s'agit sous l'influence de Bowlby. On oublie souvent de rendre hommage à un type que Freud appelait notre philosophe, Imre Hermann, qui était éthologue et psychanalyste de la première école de Ferenczi, un ami proche de Ferenczi, et qui avait étudié déjà chez les grands singes toute la question de leur attachement entre l'animal et ses parents animaux, et qui avait mis en évidence ce qui va servir à Bowlby justement de référence animale pour constituer l'importance et l'universalité de sa théorie de l'attachement. Donc je trouve que c'est important aussi de rendre hommage à ce type qui est assez méconnu, mais qui, dès 1930, avait écrit un livre sur le cramponnement animal et qui était très intéressant parce qu'il faisait des ponts entre l'éthologie, justement, qu'il connaissait bien à la mesure de son temps, bien entendu, et les comportements humains d'attachement
en mettant justement une différence essentielle entre les relations qu'il y avait entre les petits animaux et leurs parents et les petits hommes et leurs parents. Et ça, je crois que c'est tout à fait important parce que je vois que Jean-Marie Vidal l'a repris de façon magistrale pour en faire véritablement un appui majeur pour sa théorisation personnelle. Oui, Jean-Marie Vidal Oui, mais merci à Pierre de Lion de faire ces allusions à l'attachement, qui est effectivement un problème très important. En même temps, je pense que il y a quelque chose de très, très symptomatique dans la littérature autour de l'attachement. Bowlby, et peut-être qu'on anticipe sur une question qui reviendra plus tard, mais Bowlby s'est appuyé, a pris appui d'abord sur les travaux de Lorentz, et puis ensuite il a viré et il s'est pris appui sur les travaux de Robert Hind et Harry Harlow. Et Harry Harlow a parlé de l'attachement chez les macaques en termes d'amour, love. Et pour lui, il y a une confusion, enfin, il y a une assimilation totale entre l'attachement des macaques et l'amour des humains. Et Bowlby, avec une certaine réticence, je l'ai lu avant qu'il ne soit traduit, ne parle pas d'amour. Lui, il parle d'attachement. C'est assez cocasse, puisque et je pense que c'est une question à approfondir parce qu'il y a une différence et il y a aussi une forme de tiercéité dans les affects des humains par rapport aux affects des animaux. Je disais que pour moi, c'était intéressant d'approfondir la question de la discontinuité psychique voilà. entre animaux et humains au niveau des affects et de l'attachement ou de l'amour. Autant utiliser, même si une fois dit ce terme, on est toujours encombré, mais je crois qu'il ne faut pas hésiter à utiliser ces termes distincts, attachement, amour. L'attachement en éthologie, tel que Bowlby en parle, et qu'il a repris à Harry Harlow chez les macaques, est un lien dyadique du jeune avec sa mère, alors que chez l'humain, l'enfant est confronté très tôt au fait que sa mère n'est pas uniquement sa mère, mais est aussi reliée à tout un tas de tiers qui sont importants pour elle. On y reviendra éventuellement plus tard. Et donc, je notais cette différence de langage. Harry Harlow chez les macaques n'hésite pas à parler d'amour et John Bowlby, lui, se limite à parler d'attachement. Et je comprends du coup, ça me paraît expliquer en partie du moins les réticences que les psychanalystes ont un moment montrées par rapport à l'attachement de Harry Harlow, de Bowlby et du même coup de Harry Harlow. Mais finalement, le point essentiel, c'est celui-là. C'est la dimension symbolique qui est envahissante dont le trouble est envahissant chez les autistes. Il est aussi envahissant chez nous, y compris sur le mode des affects, dans cette dimension que Peirce me paraît éclairer, qu'il appelle la tiercéité. Ça ne se limite pas au symbole, au langage, mais ça s'étend aux affects. Oui, Jean-Marie Vidal, on reviendra tout à l'heure sur cette question essentielle de la tiercéité, mais pour beaucoup des gens qui vont nous écouter ou venir nous voir, l'autisme, certains en ont des représentations totalement erronées, mais classiquement, et vous le dites dans votre livre, les deux grands symptômes de l'autisme sont le retrait, on a aloneness en anglais, le solitaire, et la sameness,
C'est-à-dire, il faut que rien ne change, c'est là l'exigence d'immuabilité de l'environnement. Alors, vous dites une chose essentielle, vous dites que le retrait autistique n'est pas dû à un défaut de la capacité à percevoir le monde. Il n'y a pas de déficit cérébral. Cette approche, évidemment, est contestée et soulève des difficultés, voire des malentendus. Alors, j'aimerais bien vous entendre tous les deux, Jean-Marie Vidal et Pierre Delion, sur cette question du déficit cérébral et sur les critères de l'autisme. Voilà. Les deux symptômes que l'ensemble des autistes, tout à l'heure, Pierre Delion parlait de troubles du spectre de l'autisme. Il y a une hétérogénéité très importante dans les étiologies, mais ils ont en commun ces deux symptômes de recherche d'immuabilité et de retrait. Et on précise en général retrait autistique, parce que ça n'est pas un retrait passif. Il faut avoir rencontré des autistes pour se rendre compte de quel type de retrait il s'agit. C'est un acte mais passif, c'est déjà une contradiction d'isolement. Et ça, c'est commun. Et je crois qu'un des grands problèmes autour de l'autisme, une des grandes questions, c'est cette homogénéité relative, parce qu'ils ont tous des modes d'expression différents, une fois les deux symptômes exprimés, enfin présents. Ils ont des très grandes différences entre eux, peut-être du fait même qu'ils ne partagent pas notre culture et nos coutumes et nos codes habituels. Chacun va développer ses propres modes d'expression, mais avec ces symptômes de retrait et d'immobilité. Et donc, je disais, un des grands problèmes de l'autisme, c'est cette homogénéité d'expression clinique des symptômes et puis de leur ensemble d'expression, et cette hétérogénéité des étiologies, des causes qui ont pu les produire. Et pour revenir à cette question de déficit ou de neurologie qui est souvent évoquée aujourd'hui à propos de l'autisme, elle se concentre sur les cas où il y a des déficits éventuels, des problèmes neurologiques avérés, décelés, et elle met de côté tous les cas d'autisme où on ne trouve pas ces troubles neurologiques. Et donc, il y a je pense que c'était déjà l'erreur initiale de certains qu'avait fait Kanner en parlant de parents peu affectifs, ou qu'a reproduite Bettelheim en parlant de carence parentale. Je pense que l'erreur autour de l'autisme, et qui fait toujours débat, c'est que beaucoup de cliniciens se sont servis ou ont pris appui sur les quelques cas qu'ils ont rencontrés, les cas cliniques, et les ont érigés en prototype de l'ensemble des autismes. Alors que c'est pour ça que j'ai préféré garder le pluriel sur le titre de la couverture de l'ouvrage. Il y a ce problème d'une convergence de modes d'expression clinique avec une divergence ou une variété très importante des étiologies. Et c'est, je pense, une erreur de vouloir limiter les cas d'autisme, soit à des troubles neurologiques, soit à des carences parentales. Je pense qu'il faut préserver, enfin, maintenir le constat. Et le dernier chapitre de mon ouvrage le parle d'un Sean Baron qui n'était pas du tout déficitaire, lui. Il y a des cas déficitaires. Comment expliquer cette convergence de cas d'autisme pour des étiologies très variées? Je pense que ça tient aussi à ce constat qu'on pourrait formuler avec les catégories de Peirce, qu'il n'y a pas, il y a de la secondéité, du dyadique, il y a du triadique, de la tiercéité, mais il n'y a pas de 2,5. Et donc, ou bien on fonctionne dans le monde humain des symboles, des formes symboliques tiercéisées, ou bien on est obligé de fonctionner sur le mode signalétique. Et du coup,
pour moi, ça expliquerait la convergence des troubles autistiques dans le fait que ou bien on va d'un côté ou bien on va de l'autre, quitte à zapper de l'un à l'autre et à tantôt fonctionner sur un mode dyadique, tantôt fonctionner sur un mode triadique. Mais je dirais une autre formulation que je propose, c'est de dire que la pathologie autistique n'a pas inventé un nouveau système de sémiotique ou sémiologique d'expression intermédiaire entre la symbolisation et la non-symbolisation. Ça pose aussi un problème très important sur la conception du développement psychique, question à laquelle se confrontent tous ceux qui s'intéressent au développement autistique. C'est la recherche de pré ou de proto-symbolique finalement est en quelque sorte en échec. Et alors là, il y a, ça va peut-être faire un peu diversion par rapport à votre question, mais il y a un problème important sur le plan épistémologique, c'est-à-dire que on a trop souvent associé et limité la symbolisation au seul langage. Et du coup, on va chercher du pré-langagier dans le geste. Mais c'est encore du symbolique. Un geste de pointer, de montrer à autrui un objet, c'est la fameuse attention conjointe, ou montrer à autrui un objet, c'est déjà une expression pleinement symbolique. Et ce n'est pas du proto, ce n'est pas de l'intermédiaire entre le signalétique et le symbolique, ce n'est pas du 2,5 entre le dyadique et le triadique. Oui, vous avez. Peut-être dérivé. Fernand Deligny disait un peu la même chose il y a très longtemps dans les Cévennes. Il disait, notamment à propos de son film, le moindre geste, que si le geste est aussi important que le langage, voire plus. Pierre, Voilà. Alors, le geste, ce n'est pas du comportement. c'est pas du comportement. Et je crois qu'il faut qu'on s'appuie. Les Américains ne parlent que de behavior. Les premières publications en anglais que j'ai proposées pour parler de conduite et de gestes, en soulignant leur dimension symbolique, m'ont été renvoyées en me disant « put it in English ». Parce que si vous sortez du langage behavior, vous êtes considéré comme inculte en anglais. Et donc, il faut bénéficier, il faut prendre appui sur cette distinction très importante, mais il faut la préciser en même temps, entre le comportement animal qui est de type dyadique et les conduites humaines qui sont de type triadique. Merci. Pierre, tu veux rajouter quelque chose? Bien, non, c'est très complet ce que vient de dire Jean-Marie. Juste peut-être sur l'aspect d'opposition entre le génétique et le neurodéveloppemental et le psychique et le psychogène. Je crois que moi, maintenant, depuis quand même de nombreuses années, j'ai pris l'habitude de penser qu'il y a probablement des prédispositions génétiques et neurodéveloppementales dans l'apparition d'un autisme, mais qu'en aucun cas, ça suffit à ce que l'autisme apparaisse. Donc, forcément, il y a une dimension spécifiquement humaine dans l'apparition de l'autisme. Je ne vais pas reprendre tous les arguments en faveur de ça, mais qu'est-ce qui permet de penser ça? Par exemple, les études faites sur les jumeaux homozygotes versus hétérozygotes. Les jumeaux hétérozygotes, c'est-à-dire qui n'ont pas le même patrimoine génétique, ont autant de risques d'être autistes que dans une fratrie normale, sans être jumeaux, à peu près. Alors que les jumeaux homozygotes ont, disons, les pourcentages ont un peu baissé ces derniers temps, d'après ce que j'ai lu des dernières études, autour de 50-60% de risque d'être autiste si le frère est autiste ou la sœur est autiste. Donc, je pense que si on dit ça comme ça veut dire que le déterminant génétique n'est pas suffisant pour expliquer l'apparition d'un autisme. Donc voilà, ce genre de raisonnement-là fait penser que plutôt que de s'empailler sur est-ce que c'est génétique et neurodéveloppemental ou est-ce que c'est psychologique, c'est vraiment intéressant qu'on essaie de préciser en fonction de la clinique quels sont les sous-groupes des troubles envahissants du développement
et notamment de la symbolisation. Je reprends le terme que je prône de Jean-Marie Vidal. Comment est-ce qu'on peut articuler cet ensemble-là avec, disons, quelque chose qui permettrait d'avoir une approche qui soit multicentrique ou polyphonique, c'est-à-dire avec beaucoup de facteurs qui interviennent et dont la recherche scientifique devrait s'emparer pour essayer de mettre au point des nouvelles manières de procéder qui ne soient plus des choses aussi résolutives qu'actuellement, c'est-à-dire un clivage, c'est génétique et neurodéveloppemental et donc c'est rien d'autre. Ça, je crois que de considérer les hommes comme ça, c'est quand même faire l'impasse sur tout ce que nous a rappelé Jean-Marie Vidal en début de discussion, hein, c'est-à-dire sur la discontinuité radicale entre les animaux même supérieurs et l'animal supérieur qui est l'homme, qui dispose du langage et donc d'une possibilité de symbolisation. Oui. Maintenant, je pense qu'effectivement, vous êtes d'accord là-dessus, sur l'essentiel, mais bien entendu, on n'en a jamais fini avec, avec d'autres approches, même même quand elles ne sont pas polémiques, elles existent. Notamment une chose assez connue, la théorie de l'esprit, hein. Vous savez que bon, pour beaucoup de personnes qui refusent la dimension psychique de l'autisme, notamment ce que disait Pierre à l'instant, à savoir que on voudrait séparer radicalement la psychose et l'autisme, soustraire les enfants ou les adolescents autistes aux méchants psychiatres, etc. Mais vous, Jean-Marie Vidal, à la théorie de l'esprit, vous préférez la théorie de l'amour, hein. Et vous rappelez cette phrase très, très connue, mais qu'il faut rappeler, de Serge de Bovici: l'objet est investi avant d'être perçu. Voilà. Alors, je voudrais savoir si vous êtes d'accord l'un et l'autre là-dessus. Qu'est-ce que ça vous inspire? Jean-Marie Vidal? Oui, merci de cette question. Théorie de l'esprit, c'est un terme qui est là aussi, c'est intéressant d'analyser les discours épistémologiques ou les caractéristiques épistémologiques des discours des diverses disciplines. Au départ, c'est une question d'intersubjectivité que des éthologistes se sont posés à propos de la chimpanzé, une guenon de chimpanzé, qu'ils avaient dressé pour manier ce qu'ils appelaient des symboles, en fait, des signaux abstraits qui est différent de ceux dont ils se servent, dont les chimpanzés se servent dans la nature. Ils se sont posé la question, est-ce qu'elle est capable, cette chimpanzé, elle s'appelait Sarah, il l'avait appelée Sarah, c'est pas sans importance d'ailleurs, est-ce qu'elle est capable de se représenter les pensées, les croyances, les pensées et les désirs de ses accompagnants, en l'occurrence ceux qui lui apportaient la nourriture et qui s'occupaient d'elle, et qui lui avaient appris à manier ce qu'ils appelaient des symboles. Et ils se sont rendus compte que Sarah était capable d'anticiper une séquence de comportements sur une vidéo filmée de leur éleveur, mais qu'elle n'était pas capable de se représenter les croyances, les pensées et les désirs de son observateur. Ils ont appelé ça théorie de l'esprit, enfin en américain, theory of mind. Alors, les cognitivistes français étaient bien embarrassés de traduire ça en théorie de l'esprit, parce que pour nous, l'esprit, ce n'est pas comme le mind des Américains, et ils ont longtemps gardé l'appellation theory of mind. Et je me suis servi de cette liberté de langage que, alors tout à l'heure j'évoquais que le behavior est très contraignant, mais au niveau des théories de l'esprit ou de l'attachement et de l'amour, ils ont leurs ouvertures. Je me suis servi du fait que eux parlaient de theory of mind et Arlo, comme je le disais tout à l'heure, parlait d'amour chez ces macaques, et en essayant de rendre plus concrète la situation de théorie de l'esprit que les psychos du développement
ont mis en place avec la fameuse bande dessinée de Anne et Sally, que beaucoup de gens connaissent, surtout lorsqu'ils s'intéressent à l'autisme, parce on s'est servi de cette procédure pour essayer de montrer que les autistes n'avaient pas de théorie de l'esprit, de représentation des pensées d'autrui et des désirs d'autrui, et donc ils ne rentraient pas, enfin qu'on pourrait traduire en termes de leur mode de pensée intersubjectif sont relativement restreints compte tenu de leur aloneness dont on parlait précédemment. Et si on cherche dans quelle situation concrète et première un enfant est confronté à cette question de l'intersubjectivité ou de la représentation des pensées d'autrui, eh bien, ça pourrait être celle lors de laquelle il s'aperçoit que sa mère s'intéresse à un autre que lui. Et ça arrive très vite avec ce qu'un autre psychologue du développement qui s'appelle Jérôme Brunner a mis en évidence, c'est dès 6 mois, un bébé suit la ligne du regard de sa mère pour fixer le même objet qu'elle. C'est la première introduction d'un tiers, c'est la première situation dans laquelle le bébé est confronté à un tiers. Et finalement, à travers ce schéma, ce dispositif ou cette situation dans laquelle le bébé observe sa mère s'intéresser à un autre que lui, il s'intéresse, enfin, il est confronté au fait que sa mère s'intéresse et aime d'autres que lui, en l'occurrence autrui. Et du coup, on passe, comme je l'évoquais tout à l'heure, dans la différence entre l'attachement et l'amour, c'est le moment où le bébé sort du mode d'attachement dyadique à sa mère pour s'ouvrir au tiers. Et on pourrait aussi bien parler, excusez-moi, je finis, on pourrait aussi bien parler de théorie de l'amour que de théorie de l'esprit. Ça serait, et pour reprendre en compte à la fois la cognition et les affects. C'est pas moi qui cite la formule qui reprend à mon compte la formule de Lebovici, c'est Denis Ribas dans la préface qu'il a bien voulu rédiger. Oui. Je crois que effectivement, elle parle beaucoup de psychanalystes et ce qui est décisif, c'est, enfin, pour moi, elle est un peu problématique. C'est pour ça que je ne l'ai pas reprise et que je discute un peu sur cette question. Je pense que il n'y a pas, pour qu'il y ait un investissement, il faut qu'il y ait aussi une configuration ou un objet qui soit perçu et non pas représenté. Donc, la formule de Lebovici qui dit que l'objet est investi avant d'être perçu, je pense que ou bien c'est simultané, ou bien il y a antécédent de la perception sur l'investissement. Mais je pense que cette formule, elle demande à être clarifiée. C'est un peu comme les questions d'attachement et d'amour, mais c'est à être clarifiée en distinguant, enfin, en développant la polysémie du terme d'objet. L'objet, c'est tantôt la personne, c'est tantôt la mère, c'est tantôt un objet matériel. Donc, c'est problématique de garder cette… Il faut approfondir le sens qu'on met dans cet objet et aussi dans les formes d'investissement, puisque de l'investissement à l'affect et à l'amour, il y a aussi des différences dont il faut tenir compte. Merci. Pierre, sur cette question. Oui, c'est très complexe, il y a beaucoup d'éléments, de niveaux de réponse. Tout d'abord, pour moi, il y a le fait que la théorie de l'esprit ait pu être énoncée comme un des marqueurs de l'autisme quand on constate son absence, correspond sur le plan de la psychopathologie freudienne et post-freudienne au fait que l'enfant passe d'un système d'identification adhésive normale puis pathologique à un système d'identification projective normale puis pathologique. Quand un petit enfant, dans les 3 premiers mois de sa vie, regarde le regard de sa mère, il s'intéresse à la surface du regard de sa mère. C'est ce qu'on peut comprendre quand on observe les bébés attentivement. Et puis il y a un moment que la mère décrit souvent très phénoménologiquement en disant cette phrase que beaucoup de mères prononcent, « ça y est, il me regarde vraiment ».
Et à ce moment-là, on a l'impression que le bébé franchit une étape et n'est plus en train de regarder la surface des choses, mais en train de se poser la question de qu'y a-t-il derrière la surface des choses. Alors évidemment, il ne se pose pas cette question de cette manière-là, mais son comportement fait penser qu'il va essayer de savoir qu'est-ce qui se passe derrière. Alors, entre 3 et 6 mois, puis, effectivement, Brunner dit 6 mois, mais entre 3 et 6 mois, on voit bien que le bébé est intéressé par quelque chose qui va être, au fond, le fondement épistémologique de la future curiosité intellectuelle. Qu'est-ce qu'il y a derrière ce que je vois, hein? Et donc là, ça correspond à un autre mécanisme qui est non plus l'identification adhésive, mais l'identification projective qui a été inventée par Mélanie Klein en train de faire l'analyse de la projection freudienne. Bon, eh bien, ce mécanisme-là, c'est qu'est-ce qui se passe dans la tête de l'autre? Eh bien, c'est quelque chose qui est décrit d'une autre manière par la théorie de l'esprit. Sauf que les psychanalystes l'ont décrit bien avant la théorie de l'esprit, cette affaire-là. Donc, il y a quelque chose de très intéressant là qui montre qu'en fait, dans le parcours progressif de l'enfant dans son développement, il va passer par je constate le monde tel qu'il est, puis du fait de ma constitution de petit humain et du bain de langage dans lequel je traîne, eh bien, je vais m'intéresser à qu'est-ce qui se cache derrière ce que je vois, et donc projection au-delà de la barrière de ce que je vois, et puis ultérieurement, plus tard quand même, quelque chose qui va être au fond de la névrose commune, qui est ben, finalement quels sont les symboles qui représentent le monde dans lequel je vis. Alors, vous voyez, ce développement très résumé, je m'en excuse, ça montre que la théorie de l'esprit est une découverte un peu comme ça qui vient prendre une place un peu surréaliste dans un parcours qui est celui du développement normal de l'être humain et auquel les enfants autistes ont beaucoup de mal à accéder en ce qui concerne le passage de l'identité adhésive à l'identité projective. Et c'est là que plusieurs problèmes se posent. Bon, d'une part, la phrase énigmatique de Lebovici. Moi, je serais un peu comme Jean-Marie Vidal à penser que peut-être le fond, on pourrait dire, biologico-physiologique de la théorie de l'attachement, hein, on pourrait dire ça comme ça, fait que le petit bébé se dirige vers le regard de sa mère. Il est pré-câblé pour ça pendant la grossesse. Quand il naît, il a entendu la voix de sa mère, il va diriger son regard vers la voix de sa mère parce que la médiatrice qui passe par ses deux oreilles a une perpendiculaire qui est le regard de sa mère qui l'appelle. Donc il se dirige, on pourrait dire biologiquement vers elle, et il découvre que sa mère le regarde comme ci ou comme ça. Et en fonction des expériences qu'ils vont vivre ensemble dans l'interaction, sans doute toute une orientation va se faire dans un sens ou dans un autre en fonction de ce climat dans lequel ce bébé se trouve en interaction avec sa mère. Donc, on pourrait dire que là, il y a quelque chose de l'attachement d'abord, et qu'au fur et à mesure que les expériences se répètent, l'investissement libidinal de cet objet qu'est la mère de façon partielle, son regard, sa voix, son habitus, son tonus, tout ça, se fait d'une façon, on pourrait dire, sur le mode de l'investissement libidinal. Donc, c'est vrai que le bébé investit sa mère avant de l'apercevoir, ça vaudrait le coup d'en discuter plus profondément. Mais en ce qui concerne l'accès d'abord à la première dimension qui est imagée par l'identité adhésive, puis à la deuxième dimension, qu'est-ce qu'il y a derrière ce que je vois, l'identification projective, puis l'identification symbolique, c'est là que Peirce nous aide beaucoup à Voilà. mettre en forme, au fond, cette catégorie, cette catégorisation des événements que le bébé traverse. Alors, je rappelle, enfin bon, quelques mots, si vous me permettez, chers Bien amis, sûr. quelques mots pour Peirce quand même, hein, qui Ah oui, étudie la question de la sémiose, c'est-à-dire la fabrication du signe, en utilisant divers ce qu'il appelle des trichotomies, des organisations triadiques du monde. La plus importante, me semble-t-il, autour de laquelle on tourne là, c'est la différence entre priméité, secondéité, tiercéité, hein. voilà. On a parlé de ça beaucoup depuis le début, hein. Mhm. La priméité, c'est en gros la manière dont
tout ce que je vois du monde, donc je me mets à la place du bébé, mais je me mets aussi à la place de Jean-Marie Vidal et de Jean-François Rey, tout ce que je vois du monde, ce sont des possibilités qui attendent d'être référées à un objet plus précis pour trouver une explication générale. Donc, ce que je vois du monde, c'est les possibilités qui sont autour de moi. C'est la priméité. Ça correspond en gros à ce que Maldinet nous rappelle d'Erwin Strauss, le pathique. Hein, Jean-François Rey connaît bien cette catégorie-là. La secondéité, c'est le fait que j'articule la possibilité de ce que je vois, que je l'articule avec un événement précis, que cette possibilité ouvre dans le monde des possibles. Alors je donne un exemple pour ne pas rester trop abstrait. Je vois une sorte de forme indistincte dans le ciel qui ressemble à un nuage, qui ressemble à une fumée, qui ressemble à des choses que je ne sais pas dire pour l'instant. Je suis dans la priméité. Mais quand d'un seul coup je vois que cette forme-là est issue de quelque chose qui m'est caché, mais que je pressens être un feu, je conclus que cette possibilité était une fumée et que cette fumée est en rapport avec ce feu qui produit la fumée. Donc là, d'un seul coup, je suis dans la secondéité, dans le monde du fait actuel. J'articule quelque chose que je vois qui était une possibilité avec une réalité de ce que de ce que j'infère au sens de la logique. Et puis, une fois que j'ai fait ce raisonnement-là de la priméité et de la secondité, d'un seul coup, je me dis, mais finalement, à chaque fois que je vois une fumée, c'est qu'il y a un feu qui produit la fumée. Et là, je suis dans la tiercéité, c'est-à-dire dans la loi générale, je peux déduire de ce que j'ai vu en priméité et en secondité quelque chose qui a une valeur générale. À chaque fois que je vois une fumée, c'est qu'il y a un feu. Donc, vous voyez, ces trois catégories-là sont très intéressantes parce qu'elles définissent le monde dans lequel on vit. Bon, donc on voit que la tiercéité dont on parlait précédemment n'est pas exactement la question de la loi générale, sauf si on le prend dans le sens où Jean-Marie le propose, c'est-à-dire, en fait, autrui devient quelqu'un de ma mère à partir du moment où il s'intéresse à un autre que moi. Hein. Et donc là, c'est une loi générale et on est bien dans la tiercéité. Hein. Alors là où Peirce nous a beaucoup aidé, c'est quand il essaie de caractériser le fait que le signe que je vois est le signe d'un objet et que cet objet qui est représenté par son signe produit un effet chez celui qui le voit. Hein. Et donc là encore une catégorie triadique, l'objet produit un signe et cet objet et ce signe qui sont mis en lien l'un avec l'autre produisent un effet chez moi qui observe ces éléments-là. Et il considère que ces trois éléments le représentent amen, il appelle ça le signe, l'objet et l'effet produit sur moi, l'interprétant, c'est le signe, c'est la sémiose. Hein. Et donc, on voit que pour ce qui concerne notre sujet, chez Peirce, il y a une sorte de précision qu'il apporte pour dire, quand on est en priméité, l'objet qui est produit, le signe qui est produit par l'objet est il appelle ça un icône, c'est-à-dire quelque chose qui est de l'ordre de l'analogie avec l'objet. Quand on est dans le monde de la secondéité, c'est quelque chose qui est l'indice de l'objet, et quand on est dans la tiercéité, c'est le symbole. C'est pour ça que, vous voyez, cette dimension qu'on aborde, la tiercéité et du symbole, est très intéressante parce qu'elle est expliquée véritablement par Peirce de façon intéressante. Donc, l'icône, ben, c'est la fumée que je vois, l'indice, c'est la fumée et l'indice du feu, et le symbole, c'est quand il y a de la fumée, c'est qu'il y a un feu. Donc, vous voyez, là, quand on voit la question de l'autisme, et c'est pour ça qu'au début de mon intervention, j'avais insisté sur la différence entre l'autisme et ce qu'on appelait antérieurement les psychoses infantiles, qui n'ont pas du tout les mêmes caractéristiques psychopathologiques. L'autisme est vraiment dans le domaine de l'icône, la psychose infantile dans le domaine de l'indice et la névrose dans le domaine du symbole. Et on voit bien que l'autisme a une très grande difficulté à accéder à la dimension du symbole, non pas parce qu'il n'en a pas les moyens neurologiques et développementaux,
mais parce que pour lui, ça constitue justement le trouble fondamental de son existence autistique. Et c'est vraiment là que je rejoins Jean-Marie Vidal en disant cette difficulté essentielle, c'est vraiment ce qui réunit toutes les formes d'autisme qu'on peut à ce moment-là appeler trouble du spectre autistique. Mais je distingue pour ma part la question de la psychose infantile, qui est un monde dans lequel la théorie de l'esprit existe, donc l'identification projective existe, et donc ça n'est pas du tout la même chose que la description psychopathologique de l'autisme. Voilà un petit peu rapidement résumé la question Merci Pierre, c'est persienne. très clair. Maintenant, Jean-Marie Vidal, vous voulez réagir là-dessus? Volontiers, volontiers. Allez-y. Je suis très intéressé de la présentation que vient de faire Pierre de Lion de Peirce. Moi, je l'utilise, je le distord pour l'utiliser à la fois dans l'éclairage de cette discontinuité étho-anthropologique et dans l'éclairage des expressions autistiques. Je le distord parce que, alors, peut-être que Pierre de Lion a entendu parler d'un sémiologue ou sémioticien qui s'appelle Seebock, qui a essayé d'appliquer les catégories de Peirce au comportement animal. Et qui, à mon avis, ça bute très vite. Parce que les catégories de Peirce sont très intéressantes pour les conduites humaines. Je dirais que l'index comme l'icône, ce n'est pas par hasard que ces termes, on ne peut pas du tout les appliquer à l'animal. L'animal ne fonctionne pas avec des icônes ou des index, des indices. Il fonctionne avec des signaux. Mais c'est très intéressant de reprendre la priméité pour parler des stimuli. Et on va aboutir ensuite à un problème par rapport à la sensation des autistes. Pour moi, la priméité, je pense qu'elle est éclairée dans le fonctionnement d'un animal qui réagit à un stimulus, mais aussi d'un humain. Mais le terme d'icône et d'indice, pour moi, ce sont des symboles qui sont utilisés temporairement dans une situation d'indice ou d'icône. Est-ce qu'on pourrait dire proto-symbole, donc, à ce moment-là? Je vous proposerai ça, proto-symbole. Pour moi, l'icône et l'indice, ils sont contextuels. Si on prend les icônes ou les indices de code de la route, c'est effectivement, ou les balises de navigation, c'est contextualisé dans le cadre du code. Et finalement, la tiercéité de cette icône ou de cet indice, elle se manifeste dans le fait qu'il s'agit d'un code particulier par rapport à tout le reste des symboles. L'exemple de Rainman devant son feu rouge, que beaucoup de gens ont vu dans le film de Rainman, pour moi, il est très parlant. Alors que le feu est en panne, le feu rouge est en panne, donc l'icône ou l'indice ne fonctionnerait plus. Le frère de Rainman réagit comme tout le monde dans cette situation. Dès que ça a dépassé un certain temps, on se dit « il est en panne, je fonce ». Alors que Rainman, lui, est bloqué devant le signal, qui fonctionne comme un signal impératif, sur un mode dyadique, c'est-à-dire qu'il n'est pas contextualisé. Et on dit régulièrement que la sensibilité des autistes a des difficultés de contextualiser les informations selon les situations. Et je pense que c'est tout à fait ça. Et pour moi, à la fois, je dirais, les catégories de Peirce peuvent éclairer la discontinuité psychique entre animaux et humains, sur un mode de stimuli, signaux et symboles. Les animaux fonctionnent avec des stimuli, ils fonctionnent avec des signaux, mais ils ne fonctionnent pas avec des symboles. Ils fonctionnent dans la priméité et la secondéité. Mais alors, je reconnais que je ne suis plus du tout orthodoxe par rapport aux catégories de Peirce. Je suis très content que vous les rétablissiez dans leur proposition. Mais on peut aussi s'en servir en le distordant pour reconnaître quelque chose de sémiotique ou de sémiologie qui
tiennent compte aussi des stimuli et des signaux et permettent d'éclairer du coup la manière dont les autistes… Alors, ils ne sont pas dans les symboles le plus souvent, mais en même temps, ils fonctionnent sur les deux registres. Tantôt, on se demande même s'ils sont autistes dans des échanges particuliers avec eux, exceptionnels, et puis après, on est désolé parce que ça s'arrête. Tantôt, ils fonctionnent sur un mode complètement autistique. Et donc, ils jouent sur les deux tableaux. Ça leur donne d'ailleurs, sur le plan signalétique, sur le plan dyadique, quand ils fonctionnent sur ce mode, c'est là qu'ils trouvent leurs compétences exceptionnelles de mémorisation. Nous, quand on a une information, on perd un temps fou à traiter la tiercéité de cette information pour dire si c'est rouge, c'est pas vert, c'est pas bleu, c'est pas blanc. Et du coup, on s'en mêle les pédales, comme je suis en train de le faire en vous en parlant, mais on perd un temps fou à ce traitement des informations. Alors qu'il y a tout un tas d'expériences de maniement des signaux chez les animaux qui montrent aussi des compétences exceptionnelles, très très rapides. Ils peuvent être 3 fois plus rapides que nous sur beaucoup de… Et c'est le traitement signalétique qui leur permet d'accéder directement à l'information, de la connecter avec un sens possible, une signification, enfin une orientation, plutôt qu'une signification, mais plutôt que de faire ce détour de traitement par la tiercéité de toutes les alternatives possibles aux bruits qu'on a entendus, aux mots qu'on a, etc. Un autre exemple clinique qui est, je trouve, très intéressant, c'est Sean Baron, dont je parle dans le dernier chapitre de mon ouvrage, qui mémorise, qui prend un jour, il prend la résolution d'apprendre tous les mots du dictionnaire. Et il les apprend en 15 jours, tous les mots, dans l'Oxford Dictionary, je ne sais pas quel est le format, plus ou moins développé. Tous les formats. Mais uniquement le premier sens. Et donc, et là, on retrouve aussi une séquence du film de Rainman qui prend l'annuaire et qui mémorise les noms des personnes, leurs prénoms, leur adresse, leur numéro de téléphone et tout ça. Donc, Sean Baron, avec son dictionnaire, le traite comme un annuaire de signalétique, d'individualisation des informations, plutôt que de mise en relation des mots les uns avec les autres et finalement de tiercéité de l'ensemble de ces signes. Oui, comme un algorithme, quoi. Voilà. Ouais. Alors, Jean-Marie Vidal, vous parlez aussi de partage symbolique des personnes. Hein, et j'aimerais qu'on s'attarde un peu sur cette question-là, hein, parce que ça engage justement la clinique, ça engage la thérapie aussi, parce que s'il y a un partage symbolique des personnes, il y a introduction d'un tiers. Alors, qu'est-ce que vous entendez par là, Jean-Marie Vidal ? Si vous le permettez, j'ai élaboré une diapo de PowerPoint sur ce sujet. Si on arrive à partager l'écran, il faut que je déplace. Voilà. Si on prend un enfant humain, justement, et non pas un petit animal qui n'est confronté qu'à sa mère. Il y a d'ailleurs un problème de langage. On distingue le sein de la mamelle, on ne distingue pas la mère humaine de la mère animale. Et donc, j'évoquais tout à l'heure les problèmes de behavior, mais on a les mêmes problèmes à propos d'appellation des parents chez les enfants ou les animaux. Si on prend un enfant qui est confronté à la fois à sa mère et à un tiers, et la plupart du temps c'est le père, il va être aussi confronté au fait que sa mère est aussi la femme de son père et que ce père est le mari de cette femme. Et ça, c'est spécifique à l'humain. Et il va aussi être confronté au fait que cette mère, même si elle n'est pas, si elle est mère célibataire ou femme-mère, elle est néanmoins la fille de ses grands-parents et elle fait souvent appel à sa propre mère au moment où l'enfant arrive dans la famille.
elle est aussi la sœur de frères et de sœurs qui vont être des oncles et tantes de l'enfant. Elle a aussi ses propres amis. Et il va falloir réaliser ce partage de cette mère avec l'ensemble des autres personnes avec lesquelles elle est en contact et qui sont comme des tiers pour l'enfant entre lui et sa mère. Et il va falloir s'approprier sa mère et renoncer autant à la femme du père qu'au mari de cette mère et aux autres caractères de ou liens, relations plutôt, de cette mère avec l'entourage. Et il va falloir qu'il fasse de même pour son père, naturellement, qui lui aussi a à la fois des parents qui sont ses grands-parents. Donc, il va lui falloir, comme le dit très bien Lévi-Strauss, rentrer dans la structure de l'alliance et de la filiation des personnes. C'est ce que j'appelle le partage symbolique des personnes. D'accord. C'est une précision qui est importante et que finalement, pour moi, ça s'est présenté comme un point de butée de mode de rencontre avec les autistes, en me disant, mais comment ça se fait que on puisse, après avoir reconnu, je veux dire là, le point commun entre les diverses formes symboliques, entre les personnes, les signes du langage, les objets et les valeurs, il reste à distinguer néanmoins la permutabilité possible entre ces diverses formes symboliques. On peut se servir d'une bobine, comme dans le jeu que Freud décrit, pour la mettre dans son berceau, pour la traiter comme une personne, mais du coup, on va pouvoir trouver avec cette bobine une mobilité et une permutabilité que les personnes elles-mêmes ne permettent pas. On peut pas transformer sa mère, ou du moins il faut partager là et partager à part inégale d'une certaine manière. Et c'est un problème pour tous les enfants de partager les personnes de l'entourage et accepter qu'ils aient des relations avec d'autres que lui et des autres relations que celles que la mère a avec lui. C'est la spécificité des formes symboliques. Alors là, j'ai en tête, et je le développe dans mon ouvrage, la formule de André Green qui parle à propos de la symbolisation de tiercéité généralisée à tiers substituable. Ça dit bien qu'il s'agit de formes symboliques où chacune ne vaut que par ses relations d'opposition distinctive avec toutes les autres du même registre. Mais ce n'est pas également substituable. On ne peut pas substituer les personnes les unes aux autres comme on substitue les objets les unes aux autres. Et je pense qu'un des processus du développement psychique de l'enfant va être de trouver des modalités pour métaphoriser d'une certaine manière ces relations et ce partage symbolique des personnes sous la forme du maniement des objets. On peut partager une balle, ça fait partie des jeux classiques des adultes et des enfants, du père ou comme de la mère avec l'enfant. À toi, à moi. On s'envoie la balle et on partage à part égale la balle. Mais la mère, on ne peut pas la partager à part égale. On peut faire la même chose avec des mots du langage. Les jeux de langage tels que décrit Wittgenstein, c'est une très bonne appellation de jeu sur les signes où chacun peut être substitué à tous les autres. Et c'est la structure du dictionnaire telle que je l'évoquais tout à l'heure. Alors que les personnes, il y a une spécificité des personnes qui fait qu'on ne peut pas les substituer les uns avec les autres. Une autre allusion, là, une théorie très, très bien connue de la théorie de l'inceste, de l'interdit de l'inceste de Claude Lévi-Strauss, qui dit qu'il s'agit moins de la proscription de se marier avec sa mère, sa sœur ou sa fille que de la prescription de les donner en mariage. Je pense que une des questions essentielles pour l'enfant va être de reconnaître le lien, même si après ça va devenir un processus inconscient, de reconnaître le lien entre la femme qui est dans sa mère et le mari qui trouve du côté du père. Et finalement,
si la formule de Claude Lévi-Strauss dit, quand il dit qu'il s'agit de donner la mère en mariage, ça ne marche pas très bien parce que si l'enfant est là, c'est que les parents se sont déjà réunis. Elle vaut quand même sur le plan psychique dans le fait que l'enfant doit opérer ce partage symbolique des personnes au point de reconnaître la relation de mari et de femme de ses parents. Et d'une certaine manière, sur le plan psychique, ça correspond à une sorte de reconnaissance, même si c'est inconscient, mais de reconnaissance de ce lien de mariage entre les parents. Pour prendre le cas le plus traditionnel. Mais quand le père n'est pas présent, il y a bien un moment où l'enfant va se poser la question de son origine et avoir à tolérer le fait que sa mère a eu une relation de femme avec un homme. Je vais peut-être diverger un peu de la question. Non, 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 c'est passionnant. Vous avez, au contraire, vous ouvrez une grande perspective. Pierre, quelques commentaires là-dessus? Ben non, je suis admiratif de ce rappel anthropologique fondamental. Ouais. Je pense que ça, pour moi, ça éclaire la discontinuité psychique entre les Ouais, animaux et les humains. C'est vrai que Ouais. là, bien que je me suis éloigné de l'éthologie, je m'en sers à nouveau dans cette explicitation de la discontinuité qui est très problématique. D'une certaine manière, la question de l'autisme et la question de l'évolution des psychismes et de la discontinuité, qui sont deux grandes questions très, très problématiques et qui font toujours débat, ont quelque chose à voir l'une avec l'autre et peuvent s'éclairer mutuellement. oui, Et c'est- quand on dit que pardon. l'enfant autiste a du mal à pouvoir décontextualiser les apprentissages qu'il fait, on parle de ça, on parle de sa difficulté à repérer qu'un signe peut devenir un symbole, hein, et que sa mère biologique, aimante, c'est en même temps la femme de son père. Donc, effectivement, c'est vraiment ça, cette question du trouble envahissant de la symbolisation dont vous parlez, qui se rejoue là sur un plan anthropologique fondamental. Juste pour compléter sur cette question, je peux évoquer une vignette clinique. Enfin, du moins, un jour, je présente cette question-là et la mère d'un enfant autiste me dit, ça me dit quelque chose de ce que vous venez de présenter, parce que mon fils m'appelle maman, mais il appelle son père par son prénom. Il ne peut pas l'appeler papa. Hmm. Ça me paraît être aussi Oui, l'illustration de cette question. Ouais. Alors, je voudrais conclure par une question que je vous adresse à tous les deux, à partir d'une phrase de Jean-Marie Vidal. Vous dites: les cliniciens ne peuvent pas remplacer les parents, mais ils peuvent inciter les parents à des jeux centrés sur la tiercéité des personnes. Voilà. C'est une question de pratique, ça, hein, donc qui renvoie à l'éducation pédagogique dans la question de l'autisme. Voilà. Pierre, qu'est-ce que tu dirais de ça? Ben, pendant longtemps, peut-être trop longtemps, certains psychanalystes d'enfants ont commis, à mon avis, l'erreur épistémologique qui consistait à dire, pour m'occuper de l'enfant autiste, je ne dois pas m'occuper des parents. Voilà. Et ça a été à l'origine sans doute de cette haine qui perdure entre certains parents et des gens qui sont pédopsies de formation psychanalytique parmi leurs nombreuses formations. Alors évidemment, personnellement, pour avoir travaillé pendant presque 50 ans avec les familles, les enfants, etc., ça me paraît totalement étranger à mes pratiques. Travailler avec un enfant sans penser qu'on va travailler avec les parents, ça me paraît quand même très, très curieux. Alors voilà, moi je pense qu'il faut essayer d'accueillir cette triade père, mère, enfant qui souffre à des niveaux différents, mais qui souffre de façon souvent extraordinaire, hein. C'est pour avoir rencontré toute ma vie des enfants autistes avec leurs parents, les souffrances sont absolument terribles. Je crois que de pouvoir les accueillir en leur donnant rapidement, le plus rapidement possible, l'impression qu'on va essayer de partager cette souffrance et qu'on va essayer de faire en sorte que
les angoisses qui traversent la vie des enfants autistes soient l'objet de recherche pour pouvoir améliorer la qualité de vie de l'enfant et de sa famille, eh bien, c'est une sorte de mission commune qu'on va entreprendre en tant que soignant, en alliance avec les parents pour aider l'enfant à sortir de ces angoisses primitives énormes. Donc, tous les dispositifs dans lesquels on va réfléchir à améliorer l'état de l'enfant en ce qui concerne les angoisses qu'il éprouve ne peuvent être pensés que si on en réfère aux parents de façon continue. Et pour ma part, dans le travail que j'ai fait avec les autistes et avec leurs parents, c'est toujours quelque chose qui a été une préoccupation, on pourrait dire primordiale, faire en sorte que les parents puissent accompagner les changements attendus de leurs enfants de telle manière que l'enfant se dise, en même temps que je change, mes parents sont également en train de changer pour accompagner le changement que je fais. Évidemment, ces changements attendus de l'enfant et des parents ne va pas sans des liens très importants avec les parents pour leur expliquer, leur faire comprendre, leur partager avec eux les questions qu'on se pose au sujet de leur enfant et pouvoir tout simplement faire état, quand c'est le cas, ce qui est souvent le cas, des difficultés qu'on rencontre avec leur propre enfant et les mettre dans une position qui va, dans de nombreuses expériences personnelles, nous aider à mieux comprendre leur enfant. Donc, on voit bien qu'à ce moment-là, les parents ont rejoint l'équipe soignante, qu'ils occupent une position qui n'est pas une position clinique, mais qui est une position parentale, mais qui ne pourrait pas permettre à l'équipe soignante de fonctionner s'ils n'avaient pas cette position d'alliance fondamentale. Donc, voilà, il me semble que le travail avec les parents, pour moi, c'est absolument évident, incontournable, et je ne comprends pas que des soi-disant psychanalystes aient pu méconnaître à ce point le développement d'un enfant pour prétendre s'occuper d'un enfant en laissant à distance les parents. Ça me paraît vraiment, sur le plan épistémologique, complètement farfelu et vraiment presque embarrassant pour tous ceux qui font autrement, hein, puisque nous payons le prix que ses parents auraient dû faire payer au psychanalyste en question. Alors, peut-être avant de laisser la parole à Jean-Marie, excusez-moi, j'aimerais bien qu'il nous précise, en tout cas qu'il en parle, des expériences qu'il a faites avec les enfants, dans lesquelles il met en évidence le fait qu'il fait en sorte que l'enfant autiste ou l'adulte autiste autorise l'entrée d'un tiers dans la relation duel. Parce qu'il me semble que, en fait, ce protocole de recherche qu'il a établi illustre de façon absolument formidable toute la question du rapport avec le tiers, hein, et on voit bien que les résultats qu'il en a obtenus sont absolument centraux pour avancer sur cette question de la compréhension de l'autisme dans son rapport avec le monde, mais dans son rapport avec les parents, et donc des soignants avec l'enfant et avec les parents. Et donc, si Jean-Marie est d'accord, j'aimerais bien qu'il nous parle de cette expérience parce qu'il me semble qu'elle est d'une très, très grande portée d'enseignement pour nous tous. Merci de m'y inviter, Pierre, mais elle est d'une très grande portée et en même temps, elle a ses limites. Et Bien sûr. je vais essayer pas trop longtemps, je ne sais pas combien de temps il nous reste, mais de dire les deux. 5 minutes, allez. Mmh. Le point de départ, ça a été des rencontres avec des autistes adultes très profonds qui restaient enfermés dans leur coin. Et alors, il y avait comme une convergence entre le cadre habituel éventuel de psychothérapie auprès duquel je cherchais plus ou moins à m'approcher, et puis le cadre de recherche qui voulait réduire les variables. Je rencontrais depuis 10 ans ces autistes adultes profonds, et il y avait
des psychos de passage, des internes dans le pavillon qui demandaient à préciser ou à assister à ces rencontres. Et je leur disais, ben, non, si on est du côté de la recherche, ça va augmenter les variables. Si on est du côté d'une psychothérapie, ce n'est pas le cadre habituel. Et puis un beau jour, lassé de voir les autistes en question toujours enfermés dans leur coin, alors que je préservais le cadre et évitais les intrus, un autre autiste qui frappait à la porte, j'ai proposé, il s'appelait Jean-Yves, je lui ai proposé lui-même de réguler la situation. Et il en a rien fait. Il a fait comme s'il n'entendait pas. Je lui ai dit, bah, écoute, c'était Jacques qui était à la porte. Je lui ai dit, bah, il va rentrer. Et puis, si tu n'es pas d'accord, on lui demandera de sortir. Et pareil, il se met à bouger, à se maugréer, etc. Je lui dis, bah, écoute, si apparemment, tu n'es pas d'accord. Tu mets Jacques à la porte. Enfin, tu amènes Jacques à la porte et il reviendra plus tard. Et à ce moment-là, il s'est mobilisé, il a eu un grand sourire, il a mis Jacques à la porte et il est revenu et il s'est renfermé dans son retrait que j'évoquais tout à l'heure, ce retrait passif. Et du coup, je me suis dit, mais là, je le mobilise, là, il est capable d'un refus. Déjà, pour obtenir un oui ou un non, pour beaucoup d'entre eux, c'est difficile. Et finalement, m'est venue l'idée de proposer à un pédopsychiatre d'adopter ce type de situation en lui disant, avec 2 cliniciens, on va pouvoir le mobiliser, l'inciter à ouvrir la relation à l'appropriation du tiers ou à son refus. Et ça a été effectivement très dynamique. Et on a développé ça aussi dans une équipe à Montréal avec des Canadiens. Et la plupart des cliniciens qui ont adopté cette démarche ont été très, très intéressés de voir que ça, par des surprises tout à fait inhabituelles. Mais il y a des limites à ce. Alors, on a fait des évaluations très, très approfondies sur des vidéos, etc., pour essayer de voir jusqu'où ça allait, des points de butée de cette démarche. Et les limites, finalement, c'est celle que j'évoquais tout à l'heure et qui touche à la question du rôle des parents ou de la manière dont on pourrait les associer dans ce type de rencontre. C'est que, comme je l'évoquais, c'est le prolongement de ce que j'évoquais à propos du partage des personnes et de leur substituabilité limitée. Une autre formulation de ça, c'est qu'on dit que les autistes ne font pas de transfert ou un transfert très limité. C'est-à-dire qu'en fait, ça veut dire qu'ils ne substituent pas ou ils ne mettent pas les cliniciens qu'ils rencontrent en la place de parents. Et qu'il y a quelque chose que les cliniciens ne peuvent pas faire, mais que les parents éventuellement pourraient faire. Si la question, c'est le partage symbolique des personnes, si c'est reconnaître que sa mère est aussi la femme de son père, on peut pas obtenir cela où il n'y a pas de cadre possible avec les cliniciens. Il y a quelque chose qui doit être mis en place par les parents. Et ce qui est dramatique, c'est qu'en général, les enfants autistes arrivent à scinder le couple parental pour ne fonctionner qu'avec l'un ou avec l'autre, quand il n'obtient pas déjà le divorce entre les parents. Donc, du coup, les parents en général sont tellement mobilisés par la question des symptômes de leur enfant qu'ils se relayent en dyadique alternativement, l'un la nuit, l'autre le jour, ou moitié du jour pour l'un, le soir pour l'autre, pour rester répondre aux exigences de l'enfant. Mais à mon avis, la recherche sur la prise en charge des enfants autistes doit se poursuivre et avec toutes les questions éthiques d'accompagnement des parents, de prise en compte des parents que vient de développer Pierre de Lion, il y a aussi peut-être à chercher sur comment rétablir une forme de tiercéité entre l'enfant et ses 2 parents pour ou s'il n'a pas 2 parents avec des tiers d'amis, etc.,
pour lui permettre de s'approprier, comme je l'évoquais tout à l'heure sur la diapo, sa mère et renoncer à la femme du père, le père et renoncer au mari de la mère. Pour lui-même, il faut qu'il s'approprie cette tiercéité à son propre compte. Le problème, à mon avis, c'est que pour tolérer cette triangulation permanente que les personnes vous imposent dans votre entourage, il faut trouver soit des paroles telles qu'on vient de les échanger, soit des jeux d'échange de balles. Je relisais récemment le livre de Claude de Guesne qui insiste sur le jeu de lancer. L'enfant qui lance en permanence à une période, il lance des objets. À mon avis, il lance aussi une personne qui veut, il veut prendre une partie de la personne, mais pas l'autre partie. Et donc, il rejette la partie qui est reliée au tiers et il prend celle qui est reliée à lui. Enfin, il y a tous ces jeux-là qu'il faut peut-être analyser pour voir en quoi ce sont des métaphores possibles de l'appropriation des personnes et du partage symbolique de ces personnes, et essayer de relancer les parents pour qu'ils ne renoncent pas à leur relation entre eux par rapport à l'enfant. Absolument. Je ne sais pas si c'est clair ce que je raconte. C'est très important. C'est passionnant. Pierre, tu veux ajouter quelque chose? Non, c'est parfait. Je trouve que c'est très bien. Eh bien, écoutez, de finir là-dessus. Et moi aussi, merci beaucoup. Ce sera le mot de la fin. Merci. Merci à vous.